Hello François, comment tu vas? Ça va très bien et toi, Jedi, comment tu te sens de ce retour de vacances? Je me sens frais de retour des vacances. Les vacances faisaient du bien, rentrer un peu chez soi et se laquer un peu dans le canapé, ça fait aussi du bien. Ça te donne aussi un peu du temps pour voir un peu ce qui se passe dans le monde de la crypto, et de pouvoir saisir des opportunités et d'avoir un peu plus de temps pour soi, même si les vacances, ça faisait tout aussi du bien. Et toi, Ah, bah écoute, dis-moi. moi, je voulais juste te poser vite fait une question. Parce que, en fait, tu dis que tu n'as pas capté les trucs en crypto pendant que tu es en vacances, mais je pense que c'est un gros mensonge. Je Non, non, c'est pense que vrai. tu as même capté beaucoup plus de choses que d'habitude. Et d'ailleurs, c'est un sujet qui m'intéresse super fort. J'ai remarqué que les mecs autour de moi qui sont des diggers, donc des gens comme toi, comme mon ancien CTO chez Spacefield, etc., en fait, quand ils sont dans leur routine quotidienne, ils avancent, enfin, quelque part, c'est peut-être pas ton cas parce que pour le podcast, tu regardes énormément de trucs, mais dans son cas, lui, il avance, il se pose pas trop de questions, il essaye de pas trop s'éparpiller parce qu'il sait qu'il est capable de diguer très rapidement et de tomber tu vois, dans le trou comme Alice au pays des merveilles et jamais sans en revenir quelque part. Il y a un risque de perdre du temps. Et du coup, en fait, je me rends compte que lui, dès qu'il part en vacances, ben, c'est le moment où son cerveau est le plus actif finalement, le moment où il ouvre les vannes et qui se laisse envahir par plein de trucs, envahir dans le bon sens du terme. Et j'ai l'impression que toi, tu es un peu pareil, et du coup, je le remarque pourquoi. Alors, tu vas me dire d'ailleurs si c'est quelque chose qui est 100%, que j'ai bien analysé ou pas, mais j'ai remarqué que tu faisais des tweets qui buzzaient bien parce qu'ils étaient bien dans la vibe du moment et qu'en plus, ils délivraient de la vraie valeur. Je pense notamment à ton tweet sur où tu as fait un Google Sheet qui liste tous les salaires enfin, comment on appelle ça? En gros, c'est des gens qui peuvent venir sur le Google Sheet, rajouter le Mhm. salaire qu'ils gagnent en crypto. C'est un truc qui est quand même assez connu à la base. On faisait ça pour les freelances et aussi pour Ouais, les ouais. start-upers. Et toi, tu l'as fait pour les gens de la crypto. Je trouvais ça super malin. Euh, et je me suis dit, tiens, est-ce que Jedi, quand il est en vacances, que c'est pas le moment où son cerveau il est encore beaucoup plus en recherche de plein de choses que d'habitude il t'aurait peut-être mis de côté, quoi. Ouais, je sais pas. Si c'est le cas, en tout cas, c'est passif, c'est pas du tout actif. Et c'est-à-dire que ça m'arrive et je fais pas attention. Mais c'est vrai que ces vacances-ci, je m'étais promis de ne pas, de De vraiment ne pas être sur Twitter. décrocher, ouais, de décrocher, de laisser mon téléphone et tout. Et en vrai, bah, c'est passé comme ça s'est passé comme ça les premiers jours. Et après, j'étais à la piscine, j'étais avec mon tel. Et ça me faisait chier parce que en plus, j'étais pas tout seul, tu vois. J'étais avec ma copine et ça la faisait chier aussi. Et je le savais très bien. Mais c'est juste que j'avais toujours ce truc de avoir l'impression de louper quelque chose et te dire putain, c'est là, je vais louper une putain d'info. Et en plus, surtout quand tu es dans la crypto où genre, tout se passe beaucoup trop vite, tu as vraiment toujours l'impression de louper une info. Et je sais pas si j'en ai déjà parlé dans le podcast, le sujet de Vipassana et du fait de. Tu as J'en ai dit que déjà parlé ou pas? tu avais fait une retraite, mais tu n'as pas dit ce que tu en avais, ce à quoi tu étais ressorti de cette retraite. Ouais, j'avais fait une retraite de 10 jours, pas parler, pas regarder les gens dans les yeux, pas être sur son téléphone, son ordinateur, être tout seul avec soi-même et méditer. Alors, c'était accompagné, bien évidemment, pendant 10 jours. Et à la sortie de là, donc, je suis devenu fou dans cette retraite. En tout cas, les premiers jours, les 4-5 premiers jours, j'étais devenu totalement dingue. Et à la fin de cette retraite de 10 jours, je savais pourquoi j'étais devenu dingue. C'est parce que j'avais l'impression que je loupais mille et une informations. Enfin, et aussi pour plein d'autres raisons, hein, c'est pas que pour ça. Mais une, c'était que j'avais l'impression de louper mille et une occasions, opportunités, informations. Et en sortant de là, en fait, je me suis rendu compte que le monde, il avait pas bougé. Sur le trajet de voiture du retour de cette retraite qui s'est passée au nord de la Belgique, vers chez moi, j'avais vraiment l'impression, enfin, je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai rien loupé du tout. En rentrant chez moi, j'ai regardé un peu ce qui s'était passé. Il s'était rien passé. Il s'était passé deux, trois trucs en politique, rapidos, mais vite fait, vite fait. Mais sinon, dans mon monde à moi, il s'était rien passé. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je m'étais inquiété pendant les 10 jours. Que des fois, je me tapais des vieux stress tout seul dans ma tête. Et en vrai, il y avait pas lieu d'être. Mais là, pour le coup, pour la crypto, j'ai l'impression que c'est vraiment vrai. C'est-à-dire qu'il peut vraiment se passer des trucs à 3000 à l'heure et que tu peux les louper. Et les louper, bah, c'est louper de l'argent, c'est louper les choses, quoi. Donc voilà, il faut toujours faire gaffe et savoir mettre du lest. Mais non, je sais pas, par rapport aux vacances, honnêtement, Tu n'avais pas euh, préécrit tes tweets et qui non, 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 s'envoyaient. non, Ok, tout d'accord. freestyle. Et Ok. d'ailleurs,
Tu pourras demander, toi, après en off à Céline. Au milieu, genre, il est 10h30 du soir, parce qu'en plus, l'étude m'arrivait le soir. D'ailleurs, la plupart des études qui ont bien fonctionné, c'est l'étude du soir. Et alors, on est dans le lit, 10h30, ou en rentrant du resto ou quoi, et je suis en mode, ah, j'ai un truc. Et genre, mon tel, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Et alors, je coupe tout, genre, je lui parle plus ni rien, et c'est pas cool, hein. Donc, je sais pas s'il y a des auditeurs Alors, je connais ça aussi. qui peuvent ressentir ce genre de choses, et je sais très bien que c'est pas cool comme ressenti. Mais je mute tout, je mute autour de moi. C'est comme si je mettais des AirPods et je mettais le mode sans bruit ambiant. Et je suis dans ma bulle et j'essaie vite de faire mon truc. Et c'était souvent ces tweets-là qui marchaient plutôt bien. Mais c'est peut-être les conditions, vu que je suis pas chez moi. Tu sais, c'est comme par exemple, quand tu dors autre part que chez toi, en général, la première nuit, tu rêves. Je sais pas si c'était déjà arrivé, mais je sais pas, tu vas dormir à l'hôtel. Peu importe la qualité de ton sommeil à l'hôtel, normalement, la première nuit, tu vas rêver. La plupart des gens rêvent quand ils changent d'endroit Ah la bon, première nuit, je tu savais vois. pas. Enfin, on rêve tous, c'est juste est-ce qu'on se souvient ou pas de nos rêves. Mais là, pour le coup, on se souvient de nos rêves. Et très souvent, c'est des rêves très bizarres. Et on se réveille Essaye quand tu vas dormir chez quelqu'un ou à l'hôtel et que c'est la première nuit, tu vas voir. Et ben, c'est peut-être ça, c'est peut-être le changement d'ambiance qui m'a donné de l'inspiration. C'est possible. C'est possible. En tout cas, les tweets ont super bien fonctionné. J'en ai vu passer deux, trois. Un où tu expliques le growth funnel que tu imagines pour la crypto, Ouais. euh, pour lequel il n'y a pas moyen de ne pas être d'accord. Euh, un autre, du coup, pour le Google Sheet avec les salaires, qui a bien buzzé. Et je pense, ah oui, aussi le truc avec Axie Infinity, Ouais. how to rank number one sur Google avec Axie Infinity, ça c'est un truc qui a bien fonctionné aussi. Et finalement, en fait, et je trouve ça génial, c'est qu'on s'est déjà dit tous les 2000 fois, les gens dans la crypto qui lancent des projets dans la crypto sont quand même un peu du père d'un point de vue même marketing traditionnel, parce que faire du SEO, Mhm. c'est du marketing enfin, c'est du marketing digital traditionnel. Même des trucs comme ça qui sont un peu low hanging fruit, c'est des trucs en fait sur lesquels les gens ne sont pas éduqués et du coup ça m'étonne pas que ton tweet fonctionne. Alors que finalement tu vas dire à un mec qui vient un e-commerce, bah oui il faut faire des Facebook ads. Si le mec a un e-commerce qui fonctionne, il le sait déjà, tu vois. Ouais, Tu tu vois ce que je veux comprends, dire? ouais. Tu dois mettre un Ouais. pixel, enfin bon, bref, tout ça on connaît. Mais je trouvais ça super intéressant. Eh ben, écoute, moi là, je suis en Belgique. Je viens de rentrer il y a quelques jours. J'ai revu pas mal de gens. Ce qui est marrant, je raconte, je sais pas si ça va intéresser les gens, mais j'ai booké un rendez-vous avec un prof de philosophie du droit que j'avais eu à l'époque où je faisais du droit. Ok. Mais en mode, cette fois-ci, c'est one-to-one, tu vois, c'est genre sur Ok. un pied d'égalité. Enfin, en tout cas, en théorie, c'est sur un pied d'égalité. On se rencontre, on va boire un café et on va parler je suppose, de philosophie, un peu de politique, parce qu'il est un peu là-dedans aussi. Et je trouve ça super intéressant de voir que maintenant, j'arrive à flip certaines relations parce que j'ai un peu plus d'expérience, un peu plus de confiance en moi. Et que finalement, je suis sûr et que j'ai pas peur en fait de demander à des gens qui, en théorie, seraient plutôt des gens, tu vois, si tu regardes un peu leur CV, tu te dis, ok, d'accord, les mecs doivent être un peu potentiellement fermé d'esprit pour Mhm. rencontrer un jeune qui a rien à voir avec le droit en plus. Enfin, tu vois. Et là, Mhm. non, ça a fonctionné. Donc, je suis très content. Et il y en a d'autres. Je vais aussi rencontrer un type qui travaille chez Binance, qui vient de Liège, qui est marketing lead chez Binance. Donc, je me dis, Ok. intéressant. Et du coup, ce midi, Jeddah et moi, on habite près d'une région qui a été vachement dévastée par les récents événements avec Mhm. des crues, des lits qui sont sortis, enfin plutôt des rivières et des fleuves qui sont sortis hors de leur lit et qui ont véritablement rasé sur leur passage des villages entiers. Et le voir de mes propres yeux, ça m'a fait quand même un petit choc. Alors que maintenant, l'eau s'est retirée, on voit juste les débris, les maisons qui sont laissées à l'abandon, les voitures qui sont des fois encore un peu retournées. Il y a des quartiers qui sont restés 4-5 jours sans alimentation d'électricité, sans alimentation en gaz, sans rien. Et je trouvais ça ouf de se dire que dans un pays occidental ultra développé, l'infrastructure a été si vite touchée quelque part par des crues. Et je me demande, et si tu regardes un peu, parce qu'il y a une histoire, bon, je ne connais pas les détails, de toute façon, ce n'est pas forcément le sujet du podcast, les libres antennes, c'est bien, mais pas tout le temps. Mais je me demande, pour terminer la parenthèse,
quelle est l'implication de notre infrastructure Ouais. vieillissante ou pas dans le contrôle Grand sujet là des... pour le moment en Belgique, hein, Ouais, ce sujet-là. C'est à qui la faute, quoi, en gros. ouais. Euh, Et c'est sûr qu'il y a une faute qui est partagée, tu vois, mais moi j'ai envie de savoir, parce que ça m'intéresse d'un point de vue intellectuel, ok, est-ce que nos infrastructures sont à ce point quelque part dépassées ou mal gérées que pour que ce genre d'événement arrive et donc a fortiori de plus en plus souvent, si ça ne fait que se dégrader avec le temps. Donc voilà, c'est un truc intéressant auquel je pense en ce moment. Et pour terminer la parenthèse, et pour relancer c'est pas pour relancer un premier sujet, j'ai rencontré plusieurs de nos auditeurs pendant que tu étais en vacances, et il y en a un qui m'a dit, ouais, ces derniers temps, on a l'impression que j'ai l'impression que vous avez deux, trois sujets, que vous les passez vite en revue, etc. Moi, ce que j'adorais super bien à l'époque, c'est quand vous disiez, OK, d'accord, si moi je devais le faire maintenant, ce truc-là, comment est-ce que je le ferais? mhm, Et tu vois, le côté un peu how to mhm. start, how to kickstart, je trouvais ça intéressant. Alors, je ne sais pas si tu as un sujet qui rentre dans cette zone-là et on peut lancer avec le tien. Sinon, moi, j'en ai un et on peut lancer avec celui-là. En micro, mais vas-y, Vas-y, lance-toi, comme ça, mais c'est pas, on comprend ouais, mieux. mais vite fait, mais en gros, c'est par rapport à un tweet que j'ai fait hier. Mhm. C'est qu'en gros, bon, on va parler encore crypto, désolé. Il y a un jeu en crypto qui est un jeu play to earn qui s'appelle le Axie Infinity, qui cartonne beaucoup, qui fait plusieurs dizaines de millions de transactions par jour et qui prend des commissions là-dessus. Et en gros, c'est une boîte qui, je pense, si je dis pas de bêtises, sur papier, là actuellement, elle est valorisée 20 milliards de dollars. Si je dis pas de bêtises, récemment, Je n'ai pas j'avais. vu, mais j'ai vu en tout cas que les plus grands cabinets de conseil font des articles sur ce jeu-là, tellement il est révolutionnaire en fait, dans sa dynamique. Et en effet, ils ont fait 30 millions de dollars au cours des 24 dernières heures. J'ai vu le tweet Ouais, ouais, passer ouais. ce matin. Et en gros, ça fait un mois que le truc tout de moon, quoi. Et ça s'arrête plus, c'est incroyable. Voilà, c'est incroyable. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est Axie Infinity, c'est quand même une boîte de dev, pardon, qui s'appelle Sky Maverick, je crois, Ouais, euh, Sky qui a, Maverick. qui a développé un jeu pendant 3 ans. Et ce jeu n'avait presque pas de traction. Ce jeu avait une croissance, mais presque flat. Et là, en fait, ça fait un mois que le truc, une exponentielle, ça s'arrête plus, quoi. Et du coup, bah, ça fait énormément de cash et la valorisation a explosé. Enfin, c'est assez insane. Et en fait, dans ce jeu, il y a une mécanique qui est celle où tu dois acheter des Axis. On en avait déjà parlé dans d'autres épisodes. En gros, Mhm. c'est des espèces de petits Pokémon. Tu en achètes trois, tu fais une équipe et dans le jeu, tu te bats. Et en te battant, si tu gagnes des SLP. Et en fait, ces SLP, tu peux les revendre. En fait, c'est comme ça que tu fais de l'argent. En gros, aujourd'hui, si tu joues à ce jeu, imaginons aujourd'hui, on enregistre un peu tard le 3 août. Si je veux acheter 3 Axis pour démarrer, euh, si je veux une team de merde pour démarrer, il faut que j'investisse 500 euros. Si je veux une team pas trop dégueulasse pour bien démarrer, il faut que j'investisse 1500 dollars, plus ou moins. Avec 1500 dollars, je peux faire par jour, si je joue moins Jedi, j'achète mes 3 Axis et je joue, je peux faire plus ou moins. Je suis en train de oublier les chiffres. Je crois que c'est 46 ou 50 dollars par jour, je pense, un truc comme ça. À Euh, je- l'époque, moi, où j'avais regardé, mais c'était il y a quelques mois, le token AXS n'était pas très bien, enfin, n'était pas valorisé autant que maintenant. Et du coup, j'ai vu que les gens qui jouaient assidûment pouvaient gagner, je pense, 5 à 10 dollars par jour à ouais. l'époque. Donc Aujourd'hui, maintenant, ça a peut-être augmenté. ouais, c'est plus ou moins une cinquantaine de dollars par jour. Et en gros, c'est juste, je suis en train de faire un calcul, 30, parce que je vais faire un simple rapport une règle de 3. Donc, un Philippin, il fait autant. Donc, ça veut dire que je fais autant. Donc, ça veut dire que oui, c'est plus ou moins ça. C'est un peu plus de 50 dollars par jour actuellement. Euh, et en gros, vu que la barrière à l'entrée est assez haute, parce que bah, il Faut payer. Ouais. faut payer, il y a ce qu'on appelle des scholars, des scholarships. Il y a un scholarship, c'est quoi? C'est moi Jedi, j'ai 3 Axis, mais j'ai pas envie de jouer, j'ai la flemme de jouer. Par contre, ce que je peux faire, c'est je loue, enfin j'emprunte plutôt. Je sais jamais si je loue ou j'emprunte quand je locataire, donc je loue. Non, donc j'emprunte. Je crois que c'est j'emprunte. En Tu veux gros, c'est dire que moi tu qui mets en donne la location disposition. Ouais, voilà, je mets en location. Ça, je sais jamais qui est le des loueur, Axis? qui est l'emprunteur. Ouais, je mets en location mes Axis à quelqu'un qui a envie de jouer à ma place. Et en fait, on fait un revenu sharing, c'est-à-dire que moi, je prends
X% du profit qu'il génère et lui, il prend X% du profit qu'il génère. Ce qui permet, en gros, aujourd'hui, à des managers, donc moi, je serais techniquement un manager, de pouvoir financer le jeu à des gens et eux gagner de l'argent. Du coup, dans les pays en voie de développement ou en tout cas dans les pays où le salaire n'est pas hyper élevé, ce n'est pas vraiment des pays en voie de développement, mais où en gros, avec un 400 $ par mois, tu vis bien, le jeu cartonne parce qu'en fait, avec les économiques actuelles, quelqu'un qui joue en tant que scolar, donc ça veut dire qu'il n'a pas n'a pas fait d'investissement initial, mais qu'il les loue et qui joue, Il est fait fructifier. Ouais. peut clairement faire 400 $ très aisément. D'ailleurs, et c'est là alors qu'on va en venir, il y a des guildes qui sont créées, des structures qui sont créées comme Guild Game, c'est ça, hein, ou Game, ouais. C'est ça, Guild YGG Games, pour ceux qui veulent aller YGG, voir. qui en fait sont des structures qui se sont dit, ben non, en fait, on va créer une infrastructure sur tous les jeux Play to Earn, dont Axis, on va commencer avec Axis, et on va nous manager les scholars et les managers. Parce qu'en gros, c'est un peu galère. Imagine, tu as, je sais pas qui, des Philippines qui veut jouer au jeu. Il ne sait pas comment installer le jeu sur son téléphone, il ne sait pas comment installer Ronin. Le manager ne sait pas comment faire confiance au mec aux Philippines pour pas que le mec se barre avec ses Axis. Il faut que le mec apprenne à jouer. Le jeu est assez simple, un gameplay assez basique, mais n'empêche, il faut un mini tutoriel. Après, tous les jours, il faut le pinguer en mode bon mec, est-ce que tu as joué aujourd'hui? Est-ce que tu as généré autant? Donc ça devient un peu, ça devient un travail, quoi. Tu joues pour travailler, quoi. Donc il y a un vrai pain. Du coup, il y a des structures qui sont créées pour ça. Alors, YGG, c'est une des plus grosses, mais il y en a plein. En fait, j'ai découvert qu'il y en a une centaine, des structures comme ça. Des structures qui gagnent bien leur vie en plus, très bien leur vie. Et YGG en est une qui gagne extrêmement bien sa vie. YGG a une trentaine d'employés full-time. Et ils sont aujourd'hui sur une dizaine de jeux, dont Axis, qui est le plus gros sur lequel ils sont. Ils ont 4000 Ils sont sur scholars. des jeux qui ne sont pas play to earn ou pas? Non, ils font que du play to earn. Okay. Genre, Et, ils font pas du WoW, ils font pas tout ça. Non. Ça n'a Que aucun des intérêt. jeux, non, aucun intérêt. C'est vraiment, c'est des jeux sur lesquels tu fais du cash, quoi. Du coup, ce qu'ils font, c'est que par exemple, dans les pre-sales, c'est eux qui achètent les assets le plus vite, genre de trucs, tu vois. C'est genre dans la plupart des jeux Ember Sword, etc. Pour ceux qui connaissent un peu ici dans nos viewers, ils ont acheté plein de trucs assez vite parce que c'est tout intérêt pour eux, parce que du coup, eux vont pouvoir louer les leurs à leurs scholars. Soit. Donc YGG, c'est une des plus grosses, elle fait beaucoup d'argent. Parce que du coup, elle fait quoi? Elle prend un cut entre le manager et le scholar. Donc, c'est-à-dire que YGG a ses propres Axis qu'il achète régulièrement. Il a un stock d'Axis gigantesque qu'il loue à ses scholars. Mais moi, Jedi, je suis externe. Imagine, j'ai 3 Axis et je n'ai pas envie de gérer la relation avec mon scholar. Je peux aller trouver YGG et dire YGG, je te donne mes 3 Axis, débrouille-toi. Genre, loue-les à qui tu veux, manage tout ce que tu as envie de faire et juste donne-moi une rétrocommission. Et du coup, moi, je prends un 15%. En général, le deal, c'est quoi? C'est 70-30. Et moi, si je suis manager, enfin, je ne suis pas manager vraiment. Si je suis propriétaire d'Axis, mais je n'ai pas envie de gérer quoi que ce soit, moi, je prends que 15%. Je ne prends pas 30%. Tu vois. YGG prend 15%, moi, je prends 15% et le Scholar prend 70%. C'est ça le deal d'habitude qu'ils ont, en tout cas pour Axis. Tu as compris un peu la mécanique? C'est-à-dire que YGG, très bien, très clair. Ok, cool. Du coup, des YGG, il y en a plein d'autres. Et en fait, c'est un vrai truc de gérer ses scholars et de créer on va dire une guilde où tu achètes des Axis ou alors tu prends les Axis de personnes tierces et tu les loues et tu les donnes à des Philippins, tu formes les Philippins, tu leur donnes des outils. Maintenant, il y a des outils, j'ai vu un CES qui est en train de se créer où en gros le scholar il se connecte et il voit les Axis qu'il a à sa disposition, il voit combien d'SLP il a farmé, quels sont les jours où il a le mieux farmé. S'il a besoin d'aide, il a un petit bouton pour le support. Et de l'autre côté, tu as le manager qui peut voir, qui a un report de tous ses scholars. Genre, il a 100 scholars, il peut voir tous les scholars comment ils performent, lequel performe le moins bien, comment le contacter pour lui faire un rappel. Tu as carrément des SaaS maintenant en top de ça qui sont en train de se créer. Ça, c'est ouf. Et du coup, attends, YGG, ils fournissent, quand tu dis qu'ils fournissent l'infrastructure, c'est qu'ils fournissent l'infrastructure de lending et de borrowing des Axis, ou bien alors ils fournissent aussi tout le software qui va avec il n'y a pas de software. un ROI, etc., où non, tu peux tout voir alors, dans un dashboard. Je ne suis pas scholar chez eux, mais s'ils sont une trentaine d'employés, il y a beaucoup d'ups pour la gestion en fait, des scholars.
Mhm. Mais je suppose qu'il y a aussi des devs qui buildent des tools en interne. J'ai cru comprendre qu'il y a des devs qui buildent des tools en interne. Ce serait Mais logique, ouais. aujourd'hui, il y a des gens aussi qui créent des tools en dehors de YGG et qui en fait vont trouver des guildes et dire, enfin, des guildes s'appellent des scholarships, vont trouver des scholarships et disent, bah voilà, on a créé un tool, est-ce que vous voulez l'utiliser pour manager vos scholars? Et alors, c'est assez Super intéressant parce intéressant. qu'aujourd'hui, tu as quoi? Je crois que j'ai listé, au début, j'ai un peu abusé, je crois que j'ai listé une quarantaine de guildes qui ont pas mal de scholars. Souvent, elles focus Indonésie et, sur l'Indonésie et l'Asie. Mhm. Tu as quelques guildes qui focus l'Afrique, très peu. C'est très, 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 très demandé, l'Afrique, et il n'y a presque personne dans l'Afrique, focus sur l'Afrique. Donc, il y a un gros, gros coup à faire sur, je vais créer en fait une guilde en Afrique, enfin, en tout cas pour la population africaine. Et je sais qu'il y a quelques guildes Sud-Amérique, mais il y en a pas énormément. Mais En fait, l'Afrique, apparemment, c'est un gros coup d'aller aller choper, quoi. Mais c'est en un gros, c'est ça, hein. croisement entre Pardon, dis-moi. revenus mensuels en dessous de 400 $ versus connectivité du territoire. Là, tu peux Ouais, trouver un pipe de scholars relativement qualifiés, je suppose. C'est un c'est jeu qui ça. est facile à jouer en plus, je Ouais, pense. c'est super simple. Il n'y a pas de problème de jeu. Le jeu, Il n'y a pas de gameplay vraiment, etc. Si. Non, le gameplay est super simple. Il n'est pas, Ok. pas complexe du tout. D'ailleurs, c'est toute une question sur les jeux Play to Earn. On pourra en parler après si tu veux, parce que je regarde beaucoup de contenu pour le moment là-dessus. Et il y a peu de jeux Play to Earn qui se font. Et c'est toujours un grand point d'interrogation. Où est le curseur entre la complexité du gameplay jusqu'à où tu veux le pousser. Et on va, si tu veux, on peut en parler après. Soit, ce que je voulais dire, c'est que tu as aussi des chaînes YouTube parce que du coup, tu as énormément de créateurs de contenu. Et genre, quand je dis énormément, il y en a énormément. Taper Axie Infinity Guide, par exemple, sur YouTube, il n'y a que ça. Enfin, genre, il y a Mhm. des milliers de personnes qui te disent, qui t'expliquent, bah voilà, comment investir dans Axie. Et après, ben voilà comment gérer ton école, quoi. Comment recruter, comment machin. Mais c'est hyper dispersé. Et du coup, j'avais fait un petit tweet en disant, vu que ça commence à se professionnaliser, ce métier-là, c'est-à-dire de créer une scholarship, donc une guilde, où tu recrutes des Philippins ou je ne sais pas qui, et tu demandes à des gens de te prêter leur Axis, et toi, tu t'occupes de tout l'opérationnel, tu prends une commission, et en fait, tu gagnes bien ta vie. Vu que maintenant, il y a aussi des outils, bah, pourquoi demain, il n'y a pas des cours payants avec un mec qui sort en cours, 400 $, je vous explique, enfin pas pour le prix, comment générer X milliers d'euros par mois en gérant des scholars. Et donc, module 1, on les explique c'est quoi Axie. Module 2, on t'explique c'est quoi l'investissement initial et c'est quoi le meilleur investissement à faire. Après, pour acheter tes premiers Axie, comment trouver tes Philippins, c'est quoi le profil idéal parce que du coup, il y a un vrai screening chez Axie. Ils reçoivent des dizaines de milliers d'applicants par mois. Et ils les prennent pas tous parce que c'est hyper parce qu'il faut prendre des mecs ou des meufs déter, qui comprennent un minimum l'anglais, qui, malgré tout comprennent comment jouer à un jeu vidéo, qui ont le matériel pour pouvoir y jouer, qui ont une bonne connexion, qui sont rigoureux, donc il y a des périodes de test et tout ça, tu vois. Et donc on pourrait en fait te vendre le playbook, quoi. Le vendre le Mhm. playbook pour lancer ta guilde. Et je pense que demain, on verra, alors là les chiffres sont pas open, tu vois, mais je pense que demain, on verra une guilde qui s'est construite from scratch et que le fondeur de la guilde, il a créé une chaîne YouTube, ça se fait en Indonésie d'ailleurs, il y a des chaînes indonésiennes où il y a des mecs qui lancent des programmes, des guildes et qui du coup créent une chaîne YouTube autour de ça et qui vloguent un peu leur vie de owner, de scholarship et tout, c'est assez huge. Et donc, on verra des playbooks avec des cours se vendre. Et, et juste voilà, juste, j'ai trop envie qu'il y ait quelqu'un qui crée un cours, quoi, qui crée un cours, soit de vidéo, soit écrit, avec How to launch your scholarship. Et en gros, il te dit, bah, tu fais. Parce qu'en gros, les chiffres là actuels, j'ai regardé encore les chiffres hier, avec un investissement de 1 500 €, tu peux générer, tu peux rembourser ton investissement en 3 mois, donc 500 € par mois. Tu peux le rembourser en 3 mois et, euh, et tu peux le rembourser plus vite que dans 3 mois si tu investis un peu plus avec le breeding. Parce qu'en gros, il y a une autre mécanique encore un peu plus complexe dans le jeu, qui est celle où en gros tu peux faire coupler des axes entre eux et faire des bébés axes. Et du coup, avec Et ces les bébés revendre. axes, Ouais. soit tu les revends, soit tu reprends encore des scholars. Et en gros, tu Ouais. peux te créer
une armée juste avec 3 scolars, tu peux te créer ta propre armée. Jusqu'avec 3 Axis, tu peux créer ton armée d'Axis et donc ton armée de scolars. Je regardais une vidéo hyper théorique sur quoi bride quoi bride, comment les bride et quel prio prendre si tu veux bride pour que des scholars puissent très facilement rentrer dans le jeu, tu vois. Donc, tu as des mecs déjà qui sont en train de créer des guides comme ça sur YouTube. Génial, c'est vraiment un autre monde. C'est un autre monde, c'est vraiment un autre monde. Et donc là, on n'est que sur Axie. Donc C'est ça. imagine tous Ouais. les autres jeux qui sont en train d'arriver. Parce que pour le coup, si on parle de jeux, bah, effectivement, il y a un paquet de jeux qui sont en train d'arriver. Il y a Ember Sword, il y a Illivium, il y en a plein d'autres. C'est Illuvium ou Illivium, je ne sais plus trop. Mais en gros, toujours la question que ces jeux-là ont, c'est quel est le curseur de complexité qu'on met dans le jeu pour que n'importe qui puisse jouer au jeu, s'amuser, gagner de l'argent, et qu'en même temps, ça ne soit pas un peu bébête de jouer au jeu. Parce que, pour être honnête, Axis Infinity, c'est un peu bébête comme jeu. C'est-à-dire que genre, tu kiffes pas ta life à jouer à Axis Infinity. Tu as fait 3 games, au bout des 3 games, bon, t'en as marre. Quoi, tu vois. Ce qui est génial, c'est qu'il y a il y a un énorme marché qui est en train de se créer. Axie Infinity, c'est la V1 clairement. d'un grand mouvement qui va révolutionner le monde. Moi, j'ai 2 remarques par rapport à ça, justement par rapport au fait il faut des scholars et que le jeu est un peu bête. C'est que j'ai vu qu'il y avait plein de gens. Enfin, j'ai vu un tweet passer il y a quelques semaines d'un type qui disait putain, mais c'est dégueulasse, je viens d'être banni d'Axie parce que j'utilisais un bot en fait pour faire mes games à ma place. Et il disait ouais, si tu fais un jeu sur la blockchain décentralisée et que tu n'acceptes pas que les bots viennent jouer, à quel point ton jeu est décentralisé, enfin, tu vois, il mettait Mais le jeu en Axie n'est pas question. décentralisé. C'est C'est une vrai. blockchain à eux et le jeu n'est pas du tout centralisé. Et heureusement, je pense que l'anti-cheat et l'anti-botting, il faut. Et ça, il n'y a pas y a pas de sujet. C'est la tricherie doit être punie dans tous les jeux. Il n'y a pas de. Là-dessus, j'ai pas de. Même Après, si... si tu automatises, je sais pas si c'est de la triche, mais c'est vrai que ça dénature un peu le truc. Et deuxième tweet, merde, je retombe plus dessus maintenant. Ah oui, que j'ai vu par rapport à ça, par rapport au fait qu'il y a plein de jeux qui sont en train de se lancer. C'est une fille qui s'appelle, une fille ou un mec, je sais pas, un anon sur Twitter qui s'appelle She Generates, donc elle génère, et qui a fait un tweet qui dit comment devenir riche cette semaine. Étape numéro 1, tu vas sur un site web qui s'appelle itch.io. Tu trouves un jeu open source qui est basé Ah oui. sur le web. Tu lances un token ERC20 de gouvernance et tu crées une mini-banque avec ce token dedans. Tu crées un design pour le jeu, etc., qui a de la gueule. Et puis ensuite, tu lèves 10 millions de dollars en 30 secondes. Et puis ensuite, tu engages un game designer. Et en vrai, je trouve ça trop marrant de se dire, OK, pourquoi pas aller voir tous les jeux qui ont fonctionné à l'époque sur Facebook, les Facebook Games, tu vois, genre Farmville. Toi, j'ai vu que tu as fait un tweet sur Farmville, mais j'en ai vu d'autres passer. Tu vas trouver tous ces jeux-là qui fonctionnaient parce que les gens jouaient comme des malades, Mafia Boss, je sais pas quoi, là. Et tu les trouves soit leur version un peu crappy en open source, soit tu les refais exactement de la même façon. Juste, tu mets une notion de token derrière et d'incentive économique. Je suis sûr que ça pourrait fonctionner aussi de malade mental, tu vois, ce genre de truc. Et c'est une belle expérience à faire, je trouve. C'est drôle parce que ce tweet était une joke interne dans la fellowship. Parce que c'est vrai sans être vrai ce tweet, c'est-à-dire que c'est très vrai, mais en même temps, ce qui n'est pas vrai, c'est que C'est pas simple. c'est pas si simple que ça. Mais par contre, l'idée est là, quoi. Je veux dire, l'idée est là. C'est un peu plus complexe que ça, mais l'idée est là et ce tweet a beaucoup circulé, effectivement. Mais non, c'est super intéressant. Et moi, je suis abonné à la plupart des jeux. J'ai acheté des assets dans des jeux en pre-sale. J'ai réussi à avoir quelques assets, mais ça part super vite. Et j'espère. Quel jeu? Alors, j'ai eu une guilde dans Guild of Guardians. Donc, Guild of Guardians, ça va être un jeu qui a l'air plutôt très prometteur où tu pouvais préacheter des héros et des guildes. J'ai pas eu de héros, malheureusement. Par contre, j'ai réussi à avoir une guilde. Et la guilde, ce qui est intéressant, c'est que la mienne, elle est capée à 20 membres et que je prends une commission sur l'argent généré par les 20 membres dans la guilde. En gros, les guildes, ça en gros, c'est quand tu es propriétaire de la guilde, tu peux mettre un cap de membres dedans et toi, en tant que propriétaire de la guilde, tu prends une commission sur l'argent que les gens dans la guilde ont généré, tu vois. Donc, il y a un nombre défini de guildes et les gens ne peuvent pas s'associer entre eux de façon organique pour créer une guilde à eux.
Ça n'a rien à voir? C'est il faut deux avoir notions séparées? il faut avoir quelque chose qui te permet de créer une guilde. Et ce quelque chose qui permet de créer une guilde, c'est comme un pass de Un guilde. NFT, quoi. Et Ok, d'accord. ouais, c'est ça que j'ai acheté. Et en gros, in-game, j'aurais, comme dans World of Warcraft, au début, plus maintenant, mais au début, si tu voulais créer une guilde, il fallait que tu aies trouvé un PNJ et que tu achètes un item, pardon, une charte de guilde que 10 Hmm, personnes signent pour pouvoir ouvrir je la me guilde. rappelle. Ouais. Ça va être pareil, quoi, tu vois, même système. Donc j'ai acheté ça, j'ai acheté Parallèle qui est un jeu de cartes. Euh, et voilà, au niveau des jeux, et j'essaye de scruter tous les autres jeux évidemment et de pouvoir acheter quelque chose en avant-première, quoi. Et Illuvium, c'est un des jeux que j'attends vraiment beaucoup. J'ai écouté aujourd'hui l'interview du fondateur qui est sorti aujourd'hui sur la plus grosse chaîne YouTube de Gaming Crypto, qui est une chaîne YouTube faite par un Espagnol, ou en tout cas un mec hispanique, qui est ultra cool. Je regarde beaucoup de ses lives et beaucoup de ses vidéos. Et là, il avait fait une interview du fondateur de Illuvium. Et ça va être plutôt lourd. Ça va être vachement lourd, quoi. Genre, je me réjouis que ça sorte. Donc Ouais. voilà, tout ça pour dire qu'il y a un business à faire. Si vous jouez pas, enfin si, pour le coup, il faut un minimum jouer au jeu et comprendre les mécaniques, mais vendre des guides de comment faire, c'est un vrai truc, quoi. Ouais. Donc, du coup, l'idée là, c'est de lancer un how-to que tu verticalises sur chaque jeu Ouais. et que les guild masters ou les scholarship masters enfin les managers peuvent acheter pour mieux gérer leur business, En etc. gros, c'est Super comme si intéressant. demain si demain tu veux lancer ton business de marketing de réseau. Mhm. Tu vas sur Internet, tu cherches un cours, tu achètes un cours. Il y a plein de cours de comment lancer son business de marketing de réseau, quel produit choisir, quel fournisseur prendre, comment structurer ta pyramide, comment recruter tes premières personnes, etc. Bah, en fait, c'est la même chose. C'est juste que ce sont des jeux, quoi. Nice. Super malin. Dis-moi, est-ce que tu as quelque chose à me faire découvrir? Ouais. Alors, complètement hors sujet crypto. En privé, déjà et moi, on essaye de se limiter sur la crypto parce que c'est quelque chose qu'on fait littéralement tous les jours, tous les deux, à notre sauce, bien sûr, mais dans laquelle on est dans le bain, quoi. Et du coup, on a un biais, c'est-à-dire qu'on pense que c'est le truc le plus important qui est en train de se passer. Il y a d'autres choses très importantes qui se passent. Et du coup, on essaie un petit peu de faire varier le podcast pour ne pas parler tout le temps de crypto. Et là, le sujet que je te propose, c'est une expérience perso / un marché que je pense qui vaut la peine d'être attaqué. Alors, il y a quelques mois, quand j'ai quitté ma boîte, je t'avais dit, j'ai lancé un petit e-commerce qui a vivoté. Et puis, j'ai toujours, c'est un peu bizarre d'être comme ça, j'ai toujours adoré les animaux. Je sais bien qu'un jour, quand je serai riche probablement, ou quand je serai pauvre, en tout cas, je ferai en tout cas cet investissement, c'est que j'aurai un jour une ferme quelque part dans le monde ou une réserve naturelle avec des animaux en voie de disparition, même des animaux de ferme quelque part. Je pense que je serais très heureux dans cet environnement-là, même si c'est juste 3, 4, 5, 6 mois par an, avoir un endroit dans le monde, mon farmville à moi, mais dans la réalité, tu vois, dans laquelle j'ai des petits cochons, ou j'ai des vaches, ou des chevaux, en tout cas j'ai des chiens, enfin, tu vois, vraiment cette atmosphère. Donc j'ai toujours cherché, j'ai même un moment hésité à faire des études de vétérinaire il y a très longtemps, j'ai toujours été attiré par les animaux et j'aime bien, en général, j'aime bien être proche des animaux. Et du coup, j'ai fait un espèce de parallèle dans ma tête il y a quelques mois. Je l'avais déjà fait il y a longtemps, mais là, j'ai essayé de le pousser un peu plus loin. Je me suis dit, OK, comment est-ce que je peux prendre mes skills dans la tech et mon savoir-faire dans les startups, ma connaissance, etc., et l'appliquer à ce domaine-là? Qu'est-ce que je pourrais faire? Alors, j'ai eu plein d'idées what the fuck. Je te parlais des idées what the fuck dans la crypto dans un autre épisode. Surtout que je connais des gens qui sont en train de le lancer, etc. Donc, ça sera peut-être un meilleur moment sera peut-être plus propice. Là, je vais te parler d'un truc très, très, très tradi. Enfin, très tradi. En fait, je me suis renseigné sur, OK, quel est l'état du marché des softwares pour les vétérinaires aujourd'hui dans ce monde? Et du coup, je suis tombé sur plusieurs sites, notamment un qui s'appelle rhapsody.vet, qui est en fait fondé par des mecs, des anciens de chez Amazon, qui se sont dit, OK, le marché des vétérinaires, il est désastreux. Les gens ne sont pas du tout digitalisés. La plupart du temps, je suis chez un vétérinaire, que ce soit aux États-Unis ou même en Europe, c'est un serveur en interne qui tourne et qui contient toutes les informations sur les animaux qu'ils traitent. Et comment est-ce qu'ils font pour rentrer cette information?
Ils prennent un petit bout de papier, ils notent de quoi, ce qui arrive devant eux. Oh, monsieur, le chien, le chihuahua a une patte cassée, le Doberman a mordu quelqu'un et du coup s'est fait mordre par un renard, on ne sait pas si. Enfin bref, tu vois, tous les cas de figure, ça se passe sur un bout de papier et puis ensuite, donc double entrée, ils le retapent sur leur ordinateur dans un software qui est la plupart du temps décrépit complètement. Littéralement, c'est toujours un marché qui est ultra vieillot en fait dans le software. C'est même pas des codes de programmation qui sont récents, des langages de programmation qui sont récents. Bref, du coup, je me dis, OK, il y a un truc là, Rhapsody, ils sont en train d'uniformiser cette expérience-là et ils le font de façon très maligne. Et je te raconte vite fait, j'ai compris en fait en écoutant 2-3 podcasts sur eux, etc. C'est qu'en fait, ils se sont maqués avec un POS, donc Point of Sales, qui, donc les gens payent en carte la plupart du temps, payent plus en cash. En tout cas, aux États-Unis, c'est tout se fait par carte. Et du coup, en fait, au moment du POS, toute l'information est rentrée à ce moment-là. Donc, en gros, pour pouvoir charger ton client, tu es obligé de dire, OK, je charge machin, tel client qui a un chien qui s'appelle machin, qui a une fracture de la hanche, et ça coûte autant. Et du coup, en fait, toute cette information-là est directement ultra bien uniformisée, classée, etc. Et ça va dans le software à eux. Ils sont très dark, enfin très dark. On ne sait pas exactement combien ils chargent pour le software, mais ça doit être, à mon avis, plusieurs milliers d'euros par an pour le software. Ça, c'est sûr et certain. Du coup, eux, ils ont fait en place cette infrastructure. Il y a plein d'autres choses. Il y a notamment une boîte en France qui se lance là, qui fait de l'assurance pour les animaux. Je sais bien qu'ils ont changé de nom entre-temps, mais à l'époque, ça s'appelait Oli. J'avais un petit peu discuté avec eux à un moment. Et en fait, les points de data sont ultra clairs. Il y a 50% des ménages en France qui ont un pet, donc qui ont un animal de compagnie. En général, qui ont au moins un animal de compagnie. En général, il y a 63 millions d'animaux de compagnie en France et dans les je ne sais pas comment on appelle ça, moi, les anciennes colonies françaises qui sont toujours maquées avec la France. C'est un marché à 5 milliards de dollars, rien qu'en France. Et en fait, tous les autres pays comme l'Angleterre, je sais pas moi, la Suède, etc., ils ont déjà une assurance pour les animaux. Bref, du coup, eux, ils se sont dit, on va faire une assurance. Rhapsody, ils se sont dit, on va faire un software. Il y a plein d'autres boîtes qui se sont lancées dans la téléconsultation pour les animaux de compagnie, etc. Bref, il y a vraiment un truc. Du coup, je me suis dit, OK, François, une fois de plus, tu es tout seul. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour tester ce marché-là? Et du coup, je vais parler de comment j'ai eu cette idée-là. Donc là, je viens de le dire. Comment j'ai vu cette opportunité et comment ensuite j'ai testé pour valider si moi j'avais envie de continuer ou pas à creuser ce sujet. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un site web sur Card, CARRD.co. Le truc le plus simple, ça coûte absolument rien, c'est 19 $ par an pour avoir la version basique. Tu peux même avoir la version gratuite si tu acceptes de garder un nom de domaine un peu avec carte dedans. Bref, donc ça coûte absolument rien. J'ai créé un site que j'avais appelé, je pense à l'époque, Super Medvet, où j'ai mis ma tête, mais vraiment une vieille landing page à l'américaine, où j'ai mis ma tête, j'ai dit l'expert tech à votre disposition gratuitement pour vous aider à digitaliser votre clinique vétérinaire. Et vraiment, c'était ultra catchy. J'avais mon chien dans les bras, etc. Tu vois, genre, j'essaie vraiment de jouer sur tous les tableaux et je me suis dit, OK, comment est-ce que je vais faire pour avoir des rendez-vous? Mon objectif, c'était d'avoir des rendez-vous avec des vétérinaires, non seulement pour parler de, OK, quel est votre problème tech, mais aussi pour comprendre leurs problèmes, en fait, tu vois. Et du coup, j'ai fait ça et j'ai fait des pubs Facebook après. Mais vraiment, j'ai fait les pubs Facebook les plus sales que j'ai jamais pu faire de ma vie. J'ai pris des mèmes, j'ai pris une petite vidéo avec un chien, je me suis juste mis mon site web avec ma tête dessus, etc. J'ai mis des taglines un peu pourries. Et en fait, les gens cliquaient, tu vois, il y avait des likes, il y avait des gens qui réagissaient. J'avais mis comme targeting des gens qui sortaient d'école de vétérinaire, Maison Alfort en France principalement. Et donc, l'un dans l'autre, il y a des gens qui commentent, etc. Et puis moi, je les contacte avec ma page Facebook et je dis bonjour, est-ce que ça vous dirait de prendre un rendez-vous avec nous? On aimerait bien discuter, voir un petit peu quels sont vos problèmes, etc. Finalement, j'avais 4 rendez-vous prévus, je me suis pointé à un, les autres, on les a annulés finalement. Mais sur ce un rendez-vous qui a duré 1h30 par Zoom, j'ai appris énormément de choses. Et du coup, je voulais parler de ce process-là, en fait, de créer la landing page, faire les pubs, avoir le premier rendez-vous, et puis ensuite être dans le rendez-vous avec quelqu'un dont finalement j'avais une idée de sa réalité qui était très, très, très approximative, tu vois. Et je suis tombé en fait sur
sur ce qui, je pense, est la mouvance du futur, c'est le vétérinaire entrepreneur, c'est-à-dire enfin, une partie des vétérinaires, si on regarde un peu les stats, il y a 50% des vétérinaires qui sont salariés. Le reste, eh ben c'est des mecs qui sont indépendants, donc entrepreneurs dans leur tête. Tu vois, donc j'avais fait un branding en mode pour que vous soyez le meilleur vétérinaire entrepreneur possible. Tu vois. Et je suis tombé sur quelqu'un qui était vraiment vétérinaire entrepreneur parce qu'en gros, il avait une clinique, il était en train d'en faire construire une deuxième. Enfin, elle, parce que c'est une dame, est en train d'en faire construire une deuxième. Elle avait des employés, elle avait des problèmes de comment est-ce qu'on fait pour schedule correctement avec tous les vétérinaires qui viennent dans ma clinique. Comment est-ce qu'on sait, grosso modo, si la machine à IRM que j'ai achetée il y a 10 ans pour 100 000 dollars est rentabilisée ou pas? En fait, ils naviguent vraiment à vue d'œil sur plein de sujets. Et donc, je m'étais dit, OK, d'accord, là, il y a un truc à faire. Et puis ensuite, est venue la crypto, est venue plein d'autres choses. Donc, je me suis un peu distancé. Je me suis fait avoir par la fièvre. J'ai eu la fièvre de l'or, une fois de plus. Donc, je n'ai pas creusé le sujet. Mais hier, et c'est pour ça que je voulais en parler, j'ai vu qu'une boîte aux États-Unis avait levé 75 millions de dollars. Ça s'appelle modernanimal.com. Il y en a une autre qui s'appelle aussi smalldorvet.com. Donc, c'est des trucs qui fonctionnent super bien. Et en fait, qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? Ils font un truc très simple, c'est qu'ils créent l'infrastructure, et ça se passe aussi chez les dentistes, si on fait un peu attention. Ils créent toute l'infrastructure, donc les bâtiments, les machines ultra coûteuses, le software pour prendre rendez-vous, l'assistante. Et en gros, ils disent aux vétérinaires, OK, maintenant, votre seule profession à vous, c'est de soigner les animaux. Et nous, on met en place toute l'expérience utilisateur qui serait l'équivalent d'un 5 étoiles quand tu vas dans un hôtel pour qu'il n'y ait que les gens qui ont vraiment des problèmes avec leurs animaux qui arrivent. Quand ils viennent, ils arrivent dans des cliniques qui sont belles. Il n'y a pas du pipi de chat à terre, ça pue pas la merde. On n'essaie pas de vous refourguer les croquettes du coin pour 3 fois le prix. Enfin, tu vois, donc en gros, ils éliminent tout ça. Ils disent votre centre de rentabilité à vous, ça va être les prestations médicales que vous allez fournir. Ils ont levé 65 millions de dollars avec Founder Fund. Ils ont un seul lieu actuellement où ils font ça. Et leur business model à eux, donc qui est pas 100% software, en fait, c'est aussi de l'investissement de l'immobilier, etc. Mais ce qu'ils font payer un fee d'abonnement en fait à leurs abonnés, c'est 100 dollars par an. Et ils se rendent compte en fait qu'au final, il y a Attends, je n'ai pas compris le modèle économique. Donc les économies qui sont relativement simples, ils disent pour avoir accès à notre clinique, vous devez payer quoi qu'il arrive 100 dollars par an. Une fois que vous avez payé 100 dollars par an, vous avez accès en tant que propriétaire d'un animal, un vétérinaire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à des chirurgiens spécialisés s'il vous le faut. Vous avez accès aussi à notre outil de téléconsultation gratuit, etc., etc., etc. Et ensuite, par contre, si vous venez concrètement dans nos cliniques, bien sûr que oui, vous allez avoir un taux préférentiel, mais vous allez quand même devoir payer pour les prestations. Par truc là, je suis en train de regarder là, effectivement. Mais je pense que, alors dis-moi si c'est le cas, mais je pense surtout que là, il y a. Est-ce que quand il lance une clinique, est-ce que le vétérinaire, il peut. Qui est propriétaire de la clinique? Est-ce que du coup, comme client, ils n'ont pas des vétérinaires qui deviennent en fait franchisés de Modern Animal? C'est-à-dire que moi, demain, je suis vétérinaire, je peux lancer une clinique Modern Animal, je mets 1 million sur la table et j'ai toute l'infrastructure pour lancer ma clinique en un claquement de doigts. Probablement que ce serait intéressant de faire ça, mais je ne pense pas que c'est ça leur business model. Eux, ils veulent vraiment être honneurs des cliniques. Okay. Et les vétérinaires sont des freelanceurs qui viennent exercer dans la clinique, tu vois. Ok. Donc, je pense que c'est ça leur business. Donc, voilà, je trouve ça super intéressant. Que ce soit l'approche 100% software à la Rhapsody, ou que ce soit mais qui est du coup ultra galère, parce que en fait, tu dois réapprendre aux gens à travailler, à bien noter les trucs. C'est vraiment une notion d'apprentissage tout au long du chemin, etc. Par contre, une fois que ça tourne super bien. Et tu as l'approche un peu plus brick and mortar d'un Small Dorvet ou d'un Modern Animal, où en gros, là, on crée non seulement l'établissement parfait pour les gens qui ont des animaux de compagnie, mais en plus de ça, on fournit le software au vétérinaire, etc. Et le vétérinaire, je n'ai pas très bien compris, mais je pense qu'il y a un fee relativement important qui est prélevé sur sa prestation à lui. Par contre, il n'a plus aucune administration à faire. Et le gros pain point que j'avais au téléphone avec la meuf, c'était
Ouais, ben, grosso modo, moi, je peux quasiment plus soigner les animaux parce que je dois tout le temps m'occuper de papier. Et donc, je me suis dit, OK, il y a un truc à faire. Et il y a plusieurs boîtes en Europe qui se lancent là-dedans, qui lèvent des fonds, etc. Je trouve que l'approche assurance, parce que j'aime pas trop les assurances en tant que telles, mais je trouve que l'approche assurance est pas mal parce qu'en gros, eux, ce qu'ils disent, ils disent, voilà, vous vous assurez chez nous, vous avez un taux préférentiel chez votre vétérinaire. Dans une seconde version, vous aurez aussi accès à la consultation, etc. Vraiment le Alan de l'animal, je trouve ça pas mal. Mhm. Euh, et en fait, il y a un vrai marché, puisque énormément de gens ont des animaux de compagnie et que ça coûte extrêmement cher de faire soigner ces animaux chez un bon vétérinaire. Donc voilà, c'était l'idée que j'avais eue, que finalement, j'ai pas poussé parce que je suis fainéant et que c'est un truc qui prendra 5 à 10 ans et avec des compétiteurs, etc., des réglementations. Par exemple, la téléconsultation était interdite en France. Ils ont fait une loi d'exception pour la téléconsultation pour les animaux qui était censée s'arrêter maintenant en juillet. Je ne sais pas si elle a été reconduite ou pas, tu vois. Mais autrement, tu ne peux pas Mhm. faire, en tant que vétérinaire, faire de la téléconsultation. Tout comme en tant que vétérinaire, tu ne peux pas non plus vendre des assurances. C'est un petit peu borderline, je pense, quand ils refourguent aussi des croquettes, etc. Donc voilà. Ok, ok, ok. Non, mais c'est que la niche, c'est les animaux. Après, est-ce que tu fais de l'assurance? Est-ce que tu fais du software? Est-ce que tu fais de l'infrastructure complète comme le fait Smolder et Modern Animal? Ça, tu vois ça dans plein de sujets, par exemple les homes. Je crois qu'on n'a Pour les jamais vieux? parlé de ce sujet-là pour les homes pour les vieux. Hmm. Il y a, il y a en fait l'âge, les gens sont de plus en plus vieux en Europe. Et du coup, tu vas avoir un vrai problème de trop de personnes âgées en Europe. Et du coup, comment tu traites ça? Les homes sont de piètre qualité. C'est un peu, ils sont hyper expensive et il n'y a pas assez de place. Il n'y a pas assez de homes pour tous les vieux qu'on aura dans les 50 prochaines années. Du coup, bah, tu as plein de boîtes qui se lancent là-dessus. Typiquement à Londres, t'as une boîte assez huge qui fait bah, la même chose que Modern Truc pour les animaux, mais pour les homes, quoi. Pour les vieux. Exactement. Euh, mais non, c'est intéressant. C'est intéressant. Et Mais une fois de plus, tu vois, typiquement, les homes pour les vieux, moi, c'est un truc qui m'intéressait aussi à un moment. Et puis, quand tu creuses, en fait, tu te rends compte que c'est un domaine qui est ultra réglementé. Du coup, il faut avoir peut-être plus une approche Airbnb où tu fais des appartements ultra quali, mais tu n'es pas qualifié comme un home pour les vieux, un EHPAD, comme ouais, ils disent il y en a France, et tout Colette. ça. Il y a Colette en France qui fait ça. C'est les mecs de. Comment il s'appelle? Mention, l'ancien fondateur de Mention qui a revendu Mention Je sais pas. et qui fait une boîte de eFounders, qui fait Colette maintenant. Colette, c'est du coworking, enfin co-living entre personnes âgées et jeunes, qui est une pratique qui se fait assez bien. C'est-à-dire qu'une personne âgée a une maison au centre de Paris avec une chambre libre et en fait, elle se sent très souvent seule. Elle a une chambre vacante. En plus de ça, elle a besoin d'aide pour les courses, pour machin, pour machin, pour machin. En fait, un jeune étudiant ou un jeune actif, s'il veut, il peut louer une chambre chez cette dame-là et en contrepartie, bah, Ah, on Toujours voit plus là. ta caméra. Ouais, elle s'est coupée, Euh, mais je la rallume. En contrepartie, bah, il paye un loyer et il la dépanne sur deux, trois trucs. Ça s'appelle Colette. C'est une boîte. Ça fonctionne vraiment, ça, tu penses? J'ai des Ouais, gros doutes là-dessus. c'est une boîte. Ils sont une super belle croissance. Ils sont basés ici en Ah France. ouais? Qui regardait. Mais bah, après, le founder était un monstre. Et la team est assez. C'est des brutasses. Et les Colettes, il y en a plein. Il y en a plein en Europe, des Colettes. Et aux US, c'est aussi très, 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 très répandu. Ok, ok, ok. Est-ce que tu as autre chose T'as un truc, ou, toi? non, j'ai pas de truc. Je regarde. Je regarde. Euh, Bah alors, rien à voir avec. Mais c'est juste une réflexion que j'avais juste avant. Mais alors, c'est pas vraiment. C'est pas vraiment. Bah, je vais quand même en parler rapidement. J'ai regardé une vidéo, c'est encore crypto, hein, désolé, hein. Mais, mais j'ai regardé une vidéo récemment sur le Black Lotus. Le Black Lotus, c'est quoi? C'est la carte la plus rare dans Magic, le jeu de cartes. Uh-huh. Et c'est une des cartes, c'est un des objets de collection les plus rares au monde. C'est une carte qui s'appelle le Black Lotus. Et en fait, c'est la carte la plus forte de Magic. Magic est un jeu qui a été créé en
92 ou 13, 93. Et donc voilà, il y a une carte qui s'appelle le Black Lotus qui est extrêmement chère et qui est extrêmement rare surtout. Et en gros, il y a un documentaire là-dessus de 30 minutes que je mettrai en lien. Je l'ai regardé ce documentaire et en fait, ils font un peu l'historique. La chaîne YouTube, c'est un mec qui est fan de Magic et en gros, cette vidéo sur le Black Lotus fait un peu l'historique de les collectibles. euh, les nouveaux collectibles, quoi, les collectibles post-années 80, tu vois. Et Mhm. dans les collectibles post-années 80, ils prennent l'exemple, par exemple, de la Jordan, de, de, de la Jordan que Michael Jordan a donnée après sa victoire finale de la NBA en 97. Il y a un joueur juste avant les derniers points qui a été le trouvé sur le côté du terrain. Il lui a demandé Hey Jordan, qu'est-ce que tu fais enfin, hey Michael Jordan, qu'est-ce que tu fais avec de ta chaussure après le match? Et donc le mec lui a répondu et en fait Michael Jordan gagne la coupe, gagne la finale et sur les gradins, lui file ses pompes signées. Et cette pompe-là a été revendue en 2003, je pense. Non, c'est en 2013, elle a été vendue 100 000 dollars. Et en fait, là, on a commencé à voir les premiers collectibles, pas les collectibles, mais les premiers objets de prestige, on va dire, je ne sais pas comment tu veux définir ça, qui ont aussi une rareté et une valeur sentimentale qui sont vendus à des prix extraordinaires. Tu as eu pareil avec Mhm. les balles de baseball, Ouais. des finales en baseball. Tu as des balles qui sont vendues plus de 2 millions de dollars, des balles de baseball. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Et du coup, il retrace un peu l'historique de tout ça pour, à un moment donné, parler de Magic, parler de comment Magic est né, parler de c'est quoi le Black Lotus, pourquoi le Black Lotus a fait autant de bruit. En économie, on utilise le concept du Black Lotus. Il y a plein, c'est assez connu. Et à un moment donné, dans le documentaire, il parle de quelque chose que je ne connaissais pas du tout, qui était les cabinets de curiosité. Alors, je ne savais pas ce qu'était, je ne sais pas, toi, tu sais ce que c'est un cabinet de curiosité? Moi, je ne savais pas du tout. En tout cas, c'est à l'époque quand les gens revenaient Je pense, si je ne me trompe pas historiquement, c'est quand les gens revenaient de leur voyage dans les contrées lointaines et qui ramenaient des objets, ils en faisaient un petit cabinet que les gens venaient C'est visiter, c'est ça, ça? exactement. Et en gros, ils mettaient plein de choses qu'ils avaient trouvées dans d'autres pays. Et en gros, c'était des petites pièces où tu rentrais, il n'y avait que des babioles partout, qui avaient de la valeur ou qui n'avaient pas de valeur. Ce n'était pas vraiment le point. La valeur n'était pas le point central. Et ça avait pour objectif euh, pas que le signaling de dire regarde, moi j'ai fait le tour du monde alors qu'on est dans une période où faire le tour du monde, ça montre que je suis riche, mais surtout de faire découvrir l'inconnu à des gens, à des locaux, et d'inspirer de la créativité à ces gens-là. Apparemment, il y avait un vrai point là-dessus, c'est que Ouais. les cabinets de curiosité avaient vraiment comme objectif de lancer l'étincelle de curiosité chez les gens. Mhm. Et je trouvais ça intéressant avec un parallèle avec le métaverse. Est-ce qu'aujourd'hui, les cabinets de curiosité, ce ne seraient pas les métaverses? Et je m'arrêterai là. Et juste Moi, est-ce que FarmSpot, c'est pas un cabinet de curiosité? c'est un cabinet de Hein? curiosité. C'est notre Ah, cabinet de voilà. curiosité. Non, non, clairement, clairement. Et d'ailleurs, peut-être que le logo devrait être une petite pièce avec plein d'objets. Ça devrait être le cabinet de curiosité. Non, mais clairement. Euh, clairement. Et non, totalement, totalement. Donc voilà, Ok. juste ce documentaire. En fait, c'est parce que j'ai regardé ça aujourd'hui. C'est à 30 minutes, c'est pas très long. C'est quand même un peu technique. Genre, il y a des dates, il y a des personnalités, il y a des liens avec des liens, avec des liens, avec des liens pour expliquer en fait l'histoire du Black Lotus, qui est, comme je le disais, c'était un des objets les plus rares. Et, et on mettra le lien dans la description et vous irez voir. Après ça, j'ai rien d'autre à te dire. Tu vois, t'as déjà vu Harry Potter. Ouais. Tu sais à qui tu me fais penser dans Harry Potter? Non, qu'est-ce qu'il y a? Ah, il y a un élément dans ta vie. Harry Potter, à un moment, Hermione Granger, la fille, la première de classe, c'est pas là-dessus que je te compare. À un moment, Hermione Granger veut suivre plusieurs cours à la fois qui se passent à la même date, à la même heure. Et du coup, on lui offre un retourneur de Ok. temps. Ouais. Et je pense que Jedi a un retourneur de temps, mais qu'il le dit à personne. Parce que le type, il a 30 minutes par-ci, 30 minutes par là, mais t'as trop de temps. Je sais pas comment tu fais, ou bien tu mets en x2 et tu fais J'ai pas. un Ah autre non, truc en passage. c'est parce que je fais pas grand-chose. Enfin, c'est-à-dire que j'ai pas un Menteur. 9 to 5.
Non, mais c'est parce que j'ai Ok. pas un 9 to 5. Si j'avais un 9 to 5, je pourrais pas faire autant de choses. Mais j'ai pas un 9 to 5. J'ai une mission de freelance qui me permet en fait de plutôt bien vivre ma vie. Et du coup, il me reste pas mal de temps. Et ce pas mal de temps, je le passe à diguer et ce genre de choses. Ok. Ah, non. Après, je mets aussi, c'est vrai que je mets les trucs en fois 1.5 fois 2 pour consommer plus vite quoi, le contenu. C'est vrai. Ok. Alors, tu sais quoi, pour essayer de passer au-dessus de l'heure, parce qu'on a commencé à enregistrer mon avis au bout de 5 minutes, je vais vite te pitcher une idée que j'ai eue, Vas-y. qui est un peu what the fuck. Euh, L'autre jour, et je te dis dans quel contexte cette idée que j'avais eue il y a longtemps a réémergé en moi. Donc, on va tous les deux dans une salle de sport où il y a un sauna. Et dans le sauna, la plupart du temps, les gens ferment leur gueule et subissent la température, qui monte quand même à 90 degrés pendant 15 à 20 minutes. Mais je suis toujours là, mais cet appareil photo commence à déconner. À mon avis, il chauffe trop. Du coup, je passe vite fait sur la webcam. Et du coup, je suis dans ce sauna et là, il y a un mec qui rentre et qui commence à taper, à discuter avec moi. Et le type, en fait, c'est un entrepreneur, plutôt un infopreneur, je pense, Ok. qui, en gros, a créé un cours sur la permaculture. Et vu que, une fois de Ah plus, ouais, je le tendance connais. sociétale. Il t'a parlé aussi déjà? Je sais pas. Non, 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 parce que on est d'accord, c'est... attends, je te retrouve le nom de son Je cours. connais pas son nom, j'ai pas demandé son nom, mais je sais bien qu'il est blond. Euh, oui, 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 je le connais. Parce qu'en fait, il est chez The Family. Ah, ok, d'accord. Où il était, oui, je le connais, je vois. Et c'est un cours qui cartonne de ouf. Et ces sessions du week-end où il te fait des week-ends, enfin, où il te fait des balades en live dans les bois pour aller récolter des produits pour la cuisine, etc., des herbes, des fleurs, son truc, c'est un carton. Donc, ce que je veux dire, c'est ne dis rien de mal parce que je le connais. Non, T'allais me j'avais balancer un pas dit truc. quelque chose de mal. Je disais Ok. juste. C'est les chemins de la Après, nature. Les chemins de oui, la c'est nature. ça, C'est ça. Ouais. exactement. Ah putain, je savais pas Ouais. que c'était connu. Je me dis, Si, si, si. ok, je me dis, c'est un infopreneur qui fait un peu du blé et qui passe Ah non, son temps non, à la non, c'est un salle. vrai truc, hein. Il a des employés et tout, c'est son truc Ouais, full-time, c'est pas mal, hein. Et ça fait du cash, genre c'est propre, c'est quoi, comme ça. Et business. ben, tu vois, en fait, donc, pourquoi est-ce que je te parle de ça? C'est parce que lui a fait réémerger une idée en tête que je lui ai pitché d'ailleurs. Mais qui du coup est beaucoup plus opérationnel que devoir faire juste un cours et de s'en tenir là. C'est que finalement, les chemins de la nature, c'est quoi? C'est un signal. Enfin, pourquoi est-ce que les chemins de la nature fonctionnent? C'est parce qu'il y a un signal comme quoi une partie de la société est en train d'essayer de se reconnecter, de lancer des projets verts dans l'entrepreneuriat, etc. Et du coup, en fait, c'est juste une tendance de société. Les gens essaient de se remettre un peu au vert. Et moi, même dans mon ancienne boîte à Paris, il y a des gens qui étaient fortunés de famille, très bonnes, de très bonnes familles, tradis dans le consulting, etc., tu vois, Cato, etc., qui achètent des lopins de terre en France et qui essayent de faire de la permaculture dessus, tu vois. Donc, ils Mhm. investissent des montants relativement colossaux. On parle de centaines de milliers d'euros pour acheter la terre, acheter le matériel, etc. Et qui essaient vraiment de se réapproprier cet élément-là de leur vie, donc la création de leur nourriture. Bref, je trouve ça super intéressant d'un point de vue conceptuel. Je me dis, OK, il y a une tendance de société sur laquelle il y a des gens qui peuvent aller créer des boîtes. J'ai peur d'en avoir déjà parlé dans le podcast, mais je pense pas. Je me suis dit, OK, il y a moyen de créer le Ikea de la permaculture online. Donc, en gros, Ok. tu listes tous les produits desquels les gens qui se lancent dans la permaculture ont besoin, que ce soit des bâches, que ce soit des mini-tracteurs, que ce soit des vieux outils, des outils Mhm. anciens, tu vois. Il y en a manuels qui n'ont pas besoin d'être alimentés par un moteur à combustion ou par de l'électricité, etc. Ouais. Tu les refais à ta sauce, tu les brandes sur ton site web, peut-être même qu'il y a moyen de faire un dropshipping de ça, j'en sais rien. Et tu les vends à tous ces gens-là qui veulent se lancer dans la permaculture. Tu fais un partenariat avec un type comme Les Chemins de la Nature, et eux prennent une com à chaque fois qu'il y a une vente qui se fait sur le web. Et je suis certain, quasiment certain en tout cas, que c'est un truc qui pourrait fonctionner. C'est opérationnel, c'est sur une tendance où les gens aiment peut-être pas trop dépenser énormément d'argent, donc à voir, tu vois. Bah, ça dépend pour le coup, parce que si tu prends l'exemple des gens qui achètent des lopatins à C'est plusieurs ça, centaines de milliers d'euros, peut-être qu'ils sont prêts à mettre le budget pour avoir un bon équipement, quoi. c'est ça. Et donc tu crées l'équipement pour ces gens-là qui se lancent dans la permaculture. Et c'est une tendance qui est croissante dans la société, donc il y aura de plus en plus de gens qui voudront faire ça probablement.
Et je trouvais ça intéressant. Donc voilà, c'est la petite histoire. Mais trop marrant, les schémas de la nature, je ne savais pas que c'était connu. Il m'a dit, c'est passé par une oreille, sorti par l'autre. Donc, ok, intéressant. Bon, Mais si tu veux, s'il vient nous écouter, je lui dirais qu'on a parlé dans le podcast, parce qu'il est souvent là. Ouais, il est me dire souvent là, bonjour. d'ailleurs. Il fait trop souvent Ouais, du sport. ouais. Ah bon, pour le coup, j'y vais plus, mais quand j'y allais, ma foi, il était très souvent là. Ouais, ouais. Euh, ouais. Ok, cool. Non, Bon, bah, en boucle. c'est drôle. En boucle? Ah, ok, en boucle, oui, on boucle. J'ai compris en boucle, quoi, ce qui se passe. On coupe. Bah oui, on coupe. C'est l'épisode combien? 38. 38. Que doivent faire nos viewers? Ben, ce qu'on aurait dû leur dire de faire au début de la vidéo, c'est-à-dire allez follow FarmSpot sur YouTube, sur Spotify, sur Apple Podcast, mettre des Exactement. commentaires sur YouTube, mettre des likes sur YouTube, mettre des likes sur Apple Podcast et mettre un commentaire et des étoiles si possible. Et ensuite, tout simplement partager ce podcast-là avec les gens. Franchement, c'est ce qui nous aide le plus. On a une audience qui est très, très, très fidèle à notre contenu. Donc ça nous fait ultra kiffer, mais je pense qu'il y a plus de gens encore qui pourraient être intéressés par ce qu'on dit. Et même peut-être même échanger avec nous. Hein. Une fois de plus, on est aussi dispo sur Twitter. Le Blast the Jedi, c'est anti-inertia. Moi, c'est Soliton avec un petit tiret du 6 après. Vous pouvez venir nous parler sur Twitter, même sur Insta, sur Facebook, sur LinkedIn, ou tout simplement en vous abonnant à la newsletter FarmSpot sur farmspot.co. On serait super content d'avoir de vos nouvelles, savoir ce que vous devenez, savoir si vous lancez des projets dont on pourrait parler également. Pareil, si vous avez des entrepreneurs qui matchent exactement avec notre façon de voir le monde, enfin en tout cas avec notre contenu, trop chaud de les avoir sur le podcast pour les interviewer. Cool. Et si en plus ils sont dans la crypto, ça sera encore mieux. Mais C'est voilà, encore ça mieux. c'est le petit péché mignon. Bon, je te laisse. Bonne journée à toi et à la prochaine. Ouais, ciao. Ciao, ciao.